Bonjour à toutes et à tous. Émission spéciale sur Radio Campus, une émission réalisée par la Fédération de débat des jeunes citoyens, une fédération qui crée et qui regroupe l'ensemble des Actualiteams. Les Actualiteams sont des émissions et des associations ayant pour objet de créer justement des émissions de débat entre jeunes sur l'actualité ou les thèmes de société. Aujourd'hui, la fédération reçoit l'association Graines en Vie. Avec nous, Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Cléane. Bonjour. Et Amandine. Bonjour. Vous venez pour nous présenter votre association. À vous la parole. Déjà, qu'est-ce que c'est que Graines en Vie ? Alors, Graines en Vie, c'est une association qui a 20 ans, qui est née à l'IF Europe, donc notre école située à Angers. Et en fait, c'est une association de solidarité internationale, du coup, qui a pour but de permettre aux étudiants de l'IF Europe de créer leur projet de solidarité. Donc là, c'est notre cas. En fait, on est 5 classes à faire partie du projet. Et là, on a dans notre classe, du coup, on est parti dans 2 projets. L'autre groupe est parti avec un autre partenaire. Et donc, en fait, toute l'année, on fait des actions pour récolter de l'argent pour pouvoir faire ces projets de solidarité là. Donc, ça peut être en France ou à l'étranger. Cette année, c'était plutôt en France lié à la situation sanitaire. Mais voilà, en fait, l'essence de Graines en Vie. D'accord. Et vous êtes en partenariat avec Utopia 56, qui est une autre association. Qu'est-ce que c'est qu'Utopia 56 ? Donc Utopia 56 a été créé en 2016 pour venir en aide en fait aux personnes en situation d'exil. Donc elle est située sur Grande-Synthe, Calais, Lille, Paris, Rennes, Toulouse, un peu partout en France. Et chaque région en fait a des activités un peu propres à la situation des personnes. Et donc nous aujourd'hui on est à Lille pour venir plus en aide à des personnes qui vont être moins en situation d'urgence, mais en majorité, sinon, vers Calais et Grande-Synthe, c'est d'urgence. Et voilà. Et puis si je peux rajouter un petit peu sur Utopia 56, donc Lille, donc comme disait Cléane, il y a par exemple Utopia 56 qui est vraiment très présent à Calais et Grande-Synthe, où il y a plus de 1500 personnes en situation d'exil. Nous, on est plus sur 200-300 personnes sur l'île qu'on prend en charge. Et ça peut être donc du coup des personnes qui vivent dans ce qu'on appelle la friche Saint-Sauveur, qui est en plein centre de l'île, mais aussi des mineurs qui sont isolés et qui potentiellement peuvent dormir à la rue si nous ou l'État ne les prend pas en charge. Et aussi on prend en charge d'autres personnes, comme par exemple des sans-abri. Voilà, vraiment toutes les personnes qui sont en situation de précarité sur le territoire. Et comment vous faites pour les prendre en charge ? En fait, il y a un local Utopia, donc les personnes peuvent se déplacer pour venir chercher à manger, des vêtements, des produits d'hygiène. Et puis après, il y a des maraudes et des mises à l'abri. Donc il y a des bénévoles qui se déplacent sur les sites où les personnes en exil sont. Et on voit de quoi elles ont besoin. Donc ça peut être d'être amené à la gare, par exemple, ou besoin d'eau, ou besoin de... En fait, tous les besoins sont recensés à ces moments-là. Et après, donc, il y a une partie avec les mineurs où là, il y a une attention particulière pour leur trouver des hébergements, en fait, pour pas que les mineurs soient à la rue. Et c'est d'ailleurs le cas en ce moment où on a 2 mineurs qui risquent d'être à la rue si on ne trouve pas d'hébergement chez les citoyens, en fait. Il y a des citoyens qui peuvent se porter volontaires pour accueillir des mineurs chez eux. Vous faites des appels à contribution citoyenne, c'est ça ? C'est ça. Et comment on fait pour participer à ces appels à contribution ? Et le mieux c'est de contacter l'association, donc Ouais. soit de se rendre au local qui est donc au 84 rue de Marquis à Lille. Ouais. Après il n'y a pas tout le temps du monde au local, mais le dimanche il y a une permanence. Sinon vous pouvez aller sur le site Utopia 56 pour pouvoir nous contacter. Ou on a aussi un numéro mais qui est plutôt d'urgence, plutôt pour les personnes qu'on prend en charge. Mais vous pouvez nous contacter, je pense, par ce numéro si vous voulez être en contact avec l'association. Donc le numéro c'est 06 26 30 95 21. Aussi, comment fait-on pour s'engager comme vous dans l'association Utopia 56 ou Graines en Vie ? Alors, si on veut simplement être bénévole, tout simplement contacter l'association et après, la coordinatrice de l'asso sur l'île vous contactera et vous expliquera un peu le but et les activités que Utopia propose en fait. Tout ce qui est maraude, du coup aller sur place sur la friche, distribuer des cafés, du thé, les MAB, les mises à l'abri, donc tout ce qui est plus des appels d'urgence. Après, il y a les permanences mineures où là, on va plus proposer des activités sportives, culturelles aux jeunes.
Après, il y a tout ce qui est collecte de dons en supermarché, il y a tout ce qui est tri des dons, du garage, du local et les permanences où on donne du coup les dons ensuite, si je n'oublie pas d'activité. Et puis c'est aussi beaucoup de liens sociaux en fait pour ces personnes qui sont isolées et souvent qui restent entre elles. Par exemple sur la friche, c'est beaucoup des regroupements pardon, entre nationalités. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un lien avec des personnes extérieures. Et comment on fait, il y a un engagement et à partir du moment où on s'engage, c'est tous les jours, c'est tous les mois, c'est régulier. Est-ce qu'on est libre? Oui, c'est ça, on est totalement libre en fait. Ouais. Enfin, déjà, l'idée, juste une personne qui vient s'engager, qui va donner juste une fois de son temps, Utopia, nous, on est très très contents de ça. Après, ce qu'on recherche, c'est sûr, c'est plus des personnes qui vont s'engager sur le moyen long terme. Et voilà, toute contribution est la bienvenue, au contraire. Et surtout, pour ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des hébergeurs solidaires, où là, vraiment, on est en demande, on recherche vraiment des personnes qui peuvent, des fois, héberger un mineur une nuit même, ça pourrait eux leur permettre de ne pas être à la rue un soir, ce qui est quand même assez dommage en France, je dirais, d'avoir des Ouais. mineurs à la rue. Et vous arrivez à trouver comme ça de nouveaux adhérents ou c'est compliqué? En termes de bénévoles, ça va, mais en termes d'hébergeurs, c'est très 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 compliqué. On tourne beaucoup sur les mêmes hébergeurs, ou alors des fois c'est sur court terme, et du coup c'est toujours la panique au dernier moment de trouver des hébergeurs. Et donc là c'est vraiment, on est en rupture quoi. Si on peut, Ouais. ouais. Vous êtes à combien de bénévoles, vous savez? Bénévoles actifs, il y en a à peu près 40 actuellement. Sinon, je crois qu'il y a à peu près une base de 200 bénévoles en tout qui ont adhéré à l'association, qui sont là de temps en temps. Mais vraiment, le groupe actif, c'est vraiment à peu près 40 personnes. Et il y a aussi beaucoup de stagiaires du coup qui sont là pendant plusieurs mois et ça c'est vrai que ça aide beaucoup l'association. Oui. C'est géré par des professionnels de l'humanitaire. Vous-même, vous êtes en études pour l'humanitaire. Comment ça se passe, ces études pour l'humanitaire, justement? Parce que c'est pas très connu, il me semble. Alors on fait des études du coup en conduite de projet dans, Ouais. dans la solidarité et l'humanitaire. On n'est pas spécialisé en humanitaire d'urgence. Mais en fait le but c'est de pouvoir répondre à des besoins dans des associations ou des organisations. Après, du coup, au niveau des cours, on apprend à se connaître soi. Du coup, pour être un bon professionnel, il faut être conscient de ses valeurs et de ses difficultés. Et après, on aborde plusieurs thèmes comme la politique, La l'anthropologie, la sociologie, la religion. L'interculturalité, voilà, ça. Ouais. Et après vous vous engagez pour l'instant dans l'association Graines en Vie et dans Utopia 56, donc du coup. Et est-ce que vous allez vous engager dans d'autres associations après? Et quelle est la carrière ensuite? Il n'y a pas de carrière, on va dire, fixe déjà juste quand on voit notre promotion, on est vraiment très très hétérogène en quelque sorte. Mais sinon, voilà, c'est un petit peu en fonction de ce que chacun veut faire plus tard. Enfin, moi par exemple, si je prends mon exemple personnel, je suis déjà engagé depuis plusieurs années dans des associations. J'ai moi-même travaillé dans une association qui s'appelle la Ligue de l'enseignement. Et du coup, c'est un petit peu suite à ça que je suis dans D'accord. cette formation-là. Et moi, je sors tout juste du bac, donc pour l'instant, j'ai pas eu trop d'occasion de m'engager, mais c'est vrai que toutes ces petites expériences comme les stages, comme là le partenariat avec Utopia, ça donne encore plus envie de s'engager. Et du coup, j'attends que ça. Et pour ma part, du coup, moi, je me suis redirigée parce que je faisais autre chose avant et j'ai aussi quelques expériences dans l'associatif. Et voilà, en fait, après, c'est libre à chacun sur son ton perso d'aller dans d'autres associations pour découvrir aussi. Et pour revenir à Graines en Vie, du coup, nous, en fait, c'est imposé, entre guillemets, par l'école. Donc, toutes les premières années sont dans l'association Graines en Vie et les troisième années, parce qu'on fait un bachelor en 3 ans. Et voilà, sur la deuxième année, on a un stage de 6 mois, donc on n'est pas du tout dans l'association, mais ça fait vraiment partie de notre formation, en fait. Mais au final, c'est très important de s'engager dans l'associatif. Surtout à notre âge, on peut encore le faire quand on est étudiant. Et c'est vrai que je crois que peu de gens savent qu'il y a carrément une filière qui est réservée à l'associatif. Est-ce que vous pensez qu'on... Bon, maintenant on va passer à la deuxième partie d'émission. Si vous n'avez plus rien à présenter concernant Utopia 56 ou Graines en Vie, Bon, ouais. on va passer donc à la seconde partie de l'émission. Ne vous inquiétez pas, il y a des montages et tout. Je fais quand même en clap. Non, elle est pas assez fort. Pardon.
On va passer à la seconde partie de l'émission, partie débat. Est-ce que vous pensez qu'on s'engage beaucoup dans l'humanitaire ou assez en France? Bon, je pense qu'on pourrait dire on s'engage, mais jamais assez. Oui. Et d'autant plus, je pense que là, les jeunes s'engagent de plus en plus. Mais il y a toujours une part de on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe et de toutes les assos qui se proposent à nous. Et je pense que on est tous motivés par un public, par un engagement, par une cause particulière. Donc il faut vraiment, je pense, trouver sa voie pour s'engager et pas forcément s'engager sans être vraiment motivé. Et donc créer un peu un manque et une Irrégularité. Merci. Et puis je pense qu'aujourd'hui, en France, en globalité, c'est pas trop compliqué de trouver des bénévoles. Par contre, les mobiliser régulièrement, et c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'associations qui sont à la recherche de membres pour leur conseil d'administration. Et ouais, je pense que c'est vraiment compliqué de trouver des gens qui s'engagent sur la durée plutôt que sur des actions ponctuelles, même si c'est déjà beaucoup. Mais c'est vrai que c'est la difficulté. Totalement. Puis là, tu nous poses la question de est-ce qu'on s'engage assez dans l'humanitaire en France? Déjà, moi, je voulais juste revenir sur un petit point, c'est qu'est-ce que l'humanitaire? Parce que souvent, quand on entend parler, on voit tout de suite les missions à l'international, etc. Mais c'est pas que ça, en fait. L'humanitaire en France, tout le monde connaît des assos humanitaires sans vraiment trop le savoir. Je pense par exemple au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, au Secours catholique, et tant d'autres que j'oublie là. Mais on peut quand même dire qu'il y a déjà une grosse base de personnes, de bénévoles qui donnent de leur temps et qui s'engagent dans des assos comme ça en France, même si, comme tu disais Cléane, on n'en a jamais assez parce que malheureusement il y a encore des besoins qui sont là, on a encore des personnes qui dorment dans la rue, des gens qui n'ont pas de logement, c'est un peu la même chose, mais des gens qui n'ont pas à manger, etc. Enfin, il y a encore beaucoup de problèmes à régler en France et du coup on a encore besoin de monde, donc ces problèmes-là ne seront pas réglés. Est-ce que vous vous sentez accompagné par l'État et les organismes publics dans cette quête? En soi, nous, si on regarde un petit peu, si on prend déjà notre cas, pour financer, nous, notre projet, on n'a eu aucun financement public ou de grosses fondations privées. On a surtout pu financer notre projet via l'aide de personnes ou de quelques entreprises locales, qu'on remercie énormément tout de même. Et sinon, clairement, le sentiment est que non, en fait, qu'on n'est pas assez accompagné. Toutes les associations ont besoin d'argent. Souvent, les personnes salariées dans les associations ont des petits salaires. Voilà, c'est quasiment du SMIC, alors que c'est des personnes qui travaillent 35, 38 heures, plus du temps de bénévolat. Donc ouais, voilà, même pour monter des projets, dans beaucoup d'associations, il y a très très peu de moyens, donc on est toujours obligé un petit peu de rafistoler, de vraiment faire avec très très peu. Et moi, je trouve quand même que les associations font énormément avec très très peu. Mais non, clairement, le milieu associatif et humanitaire, du coup, manque énormément de moyens. Il est très très peu soutenu par l'État. Au contraire, on pourrait même dire que l'État est presque un petit peu... comment dire mais presque un petit peu... Passif. Passif, voire même met en porte-à-faux le milieu associatif. Je pense par exemple Utopia 56, mais à Calais et à Grande-Synthe. Pendant ce confinement, donc un petit peu cette année, on va dire, de crise sanitaire, Utopia a récolté plus de 100 000 euros d'amende liées au non-respect du couvre-feu, alors que pourtant ils avaient des attestations, ils avaient tout dans les règles. Et l'État était là, il les verbalisait, il les empêchait de faire leur travail, donc de donner de la nourriture, de donner des tentes, de donner vraiment, on va dire, le minimum vital que les personnes qui étaient sur ces camps-là avaient besoin. Et puis oui, c'est vraiment contre-productif. Et en plus des amendes, il y a des démantèlements qui sont faits sur les camps tous les 2 jours. Donc les personnes exilées doivent prendre toutes leurs affaires, sinon c'est la police qui arrive et qui prend toutes les affaires et qui casse les tentes. Donc il y a vraiment en fait une volonté de gêner les gens dans leur travail et de montrer à ces personnes en situation d'exil qu'elles ne sont pas les bienvenues en France, en tout cas par ces personnes-là. Vous vous sentez dans l'illégalité dans vos actions? Pas du tout. Pas du tout. Non. Moi, ce qui me motive, c'est aider les gens. Et pour moi, c'est pas de illégalité, excusez-moi, d'aider les gens parce que pour nous, ça devrait être normal, je pense. Ça devrait être quelque chose de normal pour tous, en fait. Et pas rien. Oula. Mais oui, tout à l'heure, pour reprendre ce que tu disais, est-ce que c'est illégal d'aider des personnes, surtout en France, le pays des droits de l'homme, etc. Non.
On n'est pas dans l'égalité parce que clairement on respecte des valeurs que je pense qui sont très très chères à notre pays, mais en même temps, par rapport à certaines actions, à certains faits politiques, on est dans l'illégalité. Mais je dirais plus que c'est politique plus qu'autre chose. La politique devrait changer. Oui, après, je pense qu'il y a Oui. il y a une affaire d'argent là-dedans. Et c'est vrai que, en France, on entend beaucoup parler d'immigration, par exemple, alors que la France n'accueille pas tant de réfugiés que ça. Et c'est vrai que je pense que ouais, la politique fait pas grand-chose pour aider ces gens-là. Et comme on disait tout à l'heure, met plutôt des bâtons dans les roues aux personnes qui veulent aider. Donc, Et justement, l'État, enfin, l'humanitaire n'est-il pas notre bonne conscience au final? alors ça, c'est discutable. C'est discutable. C'est vrai que, quand on travaille dans ce milieu-là, forcément, on est satisfait de faire une bonne action parce que si c'est le cas, on fait une bonne action. Mais ça doit pas être le pourquoi on le fait en fait. On fait ça parce que ça répond à nos valeurs, à notre éthique et que oui, on est sensible aux injustices et qu'on a envie de donner du sens en fait à nos actions. Donc, Et le but premier, il faut que l'aide soit utile aux personnes en fait qui en bénéficient et pas simplement juste nous, on est content parce qu'on a pu faire une bonne action en fait. C'est vraiment le but, c'est principal, c'est que la personne qui reçoit l'aide, ça lui soit utile en fait. Vraiment, c'est le but premier. Et puis, est-ce que faire de l'humanitaire, c'est notre bonne conscience? Déjà, pourquoi on fait de l'humanitaire? Si on regarde vraiment plus l'humanitaire en France, si on en fait, c'est parce qu'il y a des déficiences de l'État, en fait. On n'est pas là, nous, pour juste satisfaire notre ego. On est déjà là, clairement, pour être, et c'est malheureux à dire, mais pour être un palliatif de l'État, en fait. On est juste là pour combler les manquements de l'État, euh, alors qu'on voit que pourtant les budgets diminuent. Enfin, je ne sais pas si tu as vu, mais pendant le Covid, par exemple, Macron nous disait qu'il allait augmenter les lits d'hôpitaux. Alors, c'est pas l'humanitaire, mais c'est quand même un peu dans le milieu de la solidarité, de l'entraide. Et qu'est-ce qu'on a vu peut-être 6 mois après? Les lits d'hôpitaux baissaient. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose où on est clairement là pour combler des manquements, mais de base, des associations comme Utopia ou même comme les Restos du Cœur ne devraient pas ou plus exister. Les Restos du Cœur, au départ, quand ils ont été créés, elles devaient, dans le discours qu'a fait Coluche, n'exister qu'une seule année, et après, le problème pour lui était réglé. Malheureusement, je ne sais plus combien de temps ça a été créé, mais cette association existe encore. Donc voilà, on n'est pas là pour la bonne conscience, on est là vraiment pour pallier un manquement. Et malheureusement, rien n'est fait par l'État. Au contraire, il se repose sur des associations comme nous pour justement continuer de privilégier certaines tranches de la population française. Si on va dans la continuité de ce système, on peut imaginer que de plus en plus les associations prendront les responsabilités de l'État et les pèseront aussi au niveau des décisions. Vous en pensez quoi, ça, de la responsabilisation des associations? Je te dirais qu'elles sont déjà quand même pas mal en lien avec l'État. Alors, on pourrait dire qu'il y a... J'aime pas trop, je vais clairement schématiser, mais il y a un petit peu deux types d'associations. Les associations qui sont ce qu'on pourrait dire institutionnalisées, donc qui sont financées Oui. par l'État, et d'autres qui ne sont non institutionnalisées. Par exemple, Utopia 56, elle a dans sa politique, a vraiment dans ses valeurs, le fait de ne recevoir aucun don de l'État, aucun don de grosses entreprises privées ou de grosses fondations. Je pense par exemple à la Fondation Total, ainsi, etc. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Nous parlions de la responsabilisation des associations. Totalement, oui. Totalement. Et donc, du coup, les associations ont déjà un petit peu un poids au niveau de l'État, mais malheureusement, le système actuel qui est en place, je sais pas, le système économique des associations, ça fait quoi, peut-être 30 ans, voire un peu plus, qu'il y a eu un petit peu des changements où avant on subventionnait et on laissait libre cours aux associations. Maintenant, c'est plus l'État ou ces grosses fondations qui vont faire des appels à projets, donc qui vont être un petit peu en fonction de eux, ce qu'ils veulent, et non pas en fonction de la liberté des associations. Et du coup, les associations, même si elles sont un petit peu responsabilisées par rapport à l'État, elles n'ont plus la même marge de manœuvre qu'avant, en fait. Elles sont beaucoup plus restreintes parce qu'elles doivent répondre à des appels à projets, donc elles vont pas forcément aller sur leurs combats, on va dire, centraux, mais plus sur d'autres petits combats pour pouvoir subsister et puis continuer à financer des actions, financer bien sûr des salariés, parce que c'est quand même, j'ai pas du tout le chiffre en tête, mais c'est quand même plusieurs milliers, centaines de milliers de personnes en France qui travaillent dans le milieu associatif. Donc voilà, donc il y a un petit peu ce paradoxe où je pense beaucoup d'associations aimeraient pouvoir subsister d'elles-mêmes sans aucun financement et du coup être totalement libres dans leurs actes et même dans leurs paroles, dans leurs plaidoyers. Et d'un autre côté, ces associations-là ont besoin aussi d'un financement, d'argent justement pour subsister. Donc
responsabiliser, mais pas trop quand même sous la tutelle de l'État, je dirais. D'accord. Le mot de la fin? Faites, si vous le souhaitez, donnez votre temps pour Utopia. Comme disait Mathieu, le local est 84 rue des Marquises à Lille. On a besoin de bénévoles pour les maraudes, pour les mises à l'abri. On a aussi besoin de gens qui relayent les messages sur les réseaux sociaux. On a besoin d'hébergeurs citoyens, plus que jamais. Comme on disait, ça peut être héberger un mineur une nuit ou 6 mois. En fait, ça dépend de chacun. Et puis, je tenais aussi à rassurer les gens qui veulent faire cette démarche-là. Ils pourront avoir un contact avec Orlane, qui est la coordinatrice d'Utopia Lille, et qui explique en fait toute la démarche à faire pour devenir hébergeur citoyen. Et les hébergeurs sont protégés en fait par Utopia. Donc voilà. Totalement. Et sinon, on est aussi donc, en partenariat avec Utopia 56, nous, dans le cadre de notre projet, mais on est aussi en partenariat avec un collectif qui s'appelle le collectif Gaïa, qui est en train d'organiser un événement qui s'appelle Fête la Friche, qui va se dérouler le 19 juin, donc à la Friche Saint-Sauveur, qui est vraiment en plein milieu de l'île, près de l'auberge de jeunesse. Et du coup, c'est à cet événement-là, pardon, on sera présents, mais aussi d'autres assos seront présentes. Il y aura, je crois, un match de foot, des conférences, que ça soit d'Extraction Rebellion ou d'autres personnes. Enfin voilà, ça sera vraiment un ton convivial sur la friche pour aussi permettre aux gens de découvrir un petit peu cet endroit qui est une ZAP, une zone à protéger. Et pour aussi voir. J'ai pas envie de dire les conditions de vie des personnes parce qu'on n'est pas là non plus pour faire un safari, mais juste voilà, sensibiliser un petit peu à ce que peuvent vivre d'autres personnes dans notre pays à quelques mètres des immeubles, etc., des hôtels. Et sinon, en général, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'engager. Il y a pas mal de besoins en France et toute aide est importante et dans n'importe quelle situation pour n'importe quel public. Nous parlons tout à l'heure de l'État qui vous met des bâtons dans les roues. Et à l'échelle locale, vous en pensez quoi? C'est vrai à l'échelle locale, c'est pas mieux, je dirais, puisque par exemple, le collectif Gaïa et l'association Utopia 56 ont plusieurs fois interpellé Martine Aubry, qui ne répond pas du tout aux appels et ne veut pas communiquer en fait. Et donc il y a vraiment des politiques locales qui sont pas forcément pour ces associations-là. Surtout à Lille, Grande-Sainte, Calais, où il y a plus d'urgence pour les personnes exilées, et c'est vraiment un dialogue de sourds en fait. Vous avez l'impression d'agir contre l'État, contre les institutions, En tout cas, à contre-courant, je à dirais. contre-courant? Totalement. En tout cas, on a l'impression de ne pas être soutenu dans ce qu'on fait. Voilà, justement, comme on disait, les financements de l'État, du coup, Utopia n'en touche aucun, voire même le collectif Gaïa ne touche aucun financement de l'État. Vraiment, même au niveau logistique, enfin, vraiment, on n'a aucune aide de tout ce qui va être un petit peu l'État, mais aussi toutes ces grandes institutions, ces grandes fondations, etc. On n'est clairement pas dans un petit peu pas l'idéologie, mais un petit peu la façon de penser qu'ils ont, enfin un petit peu la vision de où est-ce qu'ils veulent donner de l'argent. Oui. Clairement pour eux c'est pas une priorité et donc du coup on n'est pas soutenu. Et puis voilà comme on en parlait tout à l'heure, mais clairement l'État sur certains endroits va clairement s'abroger la loi pour pouvoir mettre un petit peu des bâtons dans les roues à des bénévoles, à des gens qui prennent de leur temps pour aider les autres. Et l'État met ses priorités autre part. Des fois, on peut voir justement dans les recherches scientifiques, l'État met ses priorités dans l'espace, la recherche. Bon, après, c'est plutôt au niveau de l'Europe, mais dans l'espace, ou même dans l'environnement, et passer dans l'humanitaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un choix à faire? Est-ce que vous pensez qu'on devrait baisser un peu plus la recherche et l'investissement mis dans les autres domaines au profit de l'humanitaire? Je te dirais clairement que non, parce que ça, c'est aussi des domaines qui sont extrêmement importants. Ouais. Non, c'est plutôt se poser des questions sur, par exemple, quand on voit là, depuis que Macron a été élu, je sais pas, par exemple, la baisse de l'ISF, ou même avant la baisse de l'ISF, le CICE, l'austérité actuellement liée à la crise sanitaire. Enfin, c'est plutôt sur des mesures économiques où là, il faudrait justement baisser ça, il faudrait peut-être arrêter d'aider les gens qui ont déjà largement de quoi vivre et même profiter pleinement de la vie et ordonner un petit peu plus à ceux qui n'ont rien. Mais là, actuellement, on a plutôt l'impression que l'État fait tout pour ceux qui ont tout, pour que ceux qui ont tout aient encore plus, et que ceux qui n'ont rien aient encore moins. Et puis dans le mot humanitaire, il y a quand même humanité.
Donc c'est vrai que, enfin, moi je trouve ça très dommage que ces personnes qui sont à la rue ou qui sont en situation d'exil ne soient pas suffisamment aidées, puisque ces personnes-là pourraient être utiles pour eux et à la société. Donc je trouve, enfin, encore une fois, c'est contre-productif et si on aidait mieux ces personnes-là à s'intégrer dans la société, ce serait plus facile pour tout le monde. Totalement, et c'est un petit peu un clivage qui est utilisé actuellement pour justement opposer un petit peu la population française en mode est-ce que vous êtes pour les migrants, est-ce que vous êtes contre les migrants? Mm. Et voilà, on se pose pas vraiment d'autres questions qui pour moi sont beaucoup plus essentielles. Et comme tu disais Amandine, on n'est plus non plus connecté à des valeurs comme la solidarité qui pour moi enfin je veux dire, on n'est pas dans un monde des bisounours peut-être, mais je pense que la solidarité elle est clairement liée à notre nature humaine. On s'est toujours entraidé, ça a toujours fonctionné comme ça, et c'est que en s'entraidant qu'on arrivera à avancer. Et si on enlève l'identité d'exilés, de migrants, enfin, peu importe, finalement, on est tous pareils, on est tous humains, donc enfin, il n'y a aucun intérêt à se mettre des étiquettes. Et au final, on est tous pareils, on peut tous s'aider les uns les autres. Et Merci beaucoup pour ce beau message. Pardon. D'où ça vous est venu, l'idée de faire de l'humanitaire? Pour ma part, j'ai fait un voyage au Cambodge en 2018. Je suis partie un petit mois et en fait, à la base, je voulais juste faire un voyage et j'ai trouvé une association qui me proposait de faire des cours d'anglais aux enfants là-bas. Et du coup, j'avais vraiment envie de sortir de ma zone de confort et oui, voilà, enfin, d'aller dans un autre pays. Et en fait, ça m'a vraiment plu et ça m'a donné le goût de faire ça. Et un peu plus tard, j'ai fait un service civique dans une association qui aidait les populations en Éthiopie. Et du coup, là, je me suis dit que... Enfin, je me suis posé plus de questions, en fait. Je me suis dit que c'était ça et que, en fait, je me sentais utile dans ce que je faisais, donc que c'était mon domaine. Et pour moi, en fait, j'ai toujours eu le besoin d'être au contact de personnes et de travailler dans le relationnel. Et en fait, en y réfléchissant, bah, j'ai eu plein de petits signes de quand j'étais petite. Ah bah déjà là, j'étais pas mal dans l'aide et tout. J'avais déjà pas mal de petites idées. Et donc, bah, au fur et à mesure de trouver un peu enfin, ce qu'on aimerait faire plus tard sur les plateformes pour les études supérieures et tout. Et bah, j'ai trouvé, enfin, on m'a parlé de l'école et ça a été un peu le déclic. Enfin, j'ai vraiment senti un déclic et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et depuis, c'est là que je me suis vraiment engagée et donnée à fond pour faire de l'humanitaire. Et pour ma part, ça a été plus un peu après un parcours d'étudiant chaotique, je dirais, où du coup, moi, à la sortie du bac, j'ai pas du tout su ce que je voulais faire. Enfin, je me suis engagé dans des études qui ne me plaisaient pas très clairement. Du coup, j'ai voulu me engager dans d'autres études, des études d'infirmier, parce que j'avais quand même un petit peu cette envie d'aider les personnes, de faire du social, voilà, de continuer vraiment à aider les gens. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a toujours animé. Depuis quoi, j'ai 10 ans, je suis jeune sapeur-pompier. Et du coup, après ces études, bah, pareil, j'avais l'impression d'aider les gens, mais pas assez, enfin vraiment pas comme je le sentais. Donc du coup, bah, à ce moment-là, pendant mes études d'infirmier, moi je me suis un petit peu remis en question et j'ai intégré via un service civique une association dont je vais parler tout à l'heure qui s'appelle la Ligue de renseignement. Et du coup, bah, j'ai juste découvert un petit peu ce milieu associatif, de la solidarité. Et c'est un petit peu de fil en aiguille en fait que j'en suis venu à faire de l'humanitaire, on va dire. C'est admirable ce que vous faites. Merci beaucoup Mathieu, Cléane et Amandine de l'association Graines en Vie en partenariat avec Utopia 56. A bientôt, c'était la fédération de débat de jeunes citoyens avec l'Actualité Lille. Salut!